estem particularment feliços, i ho sap ell mateix, Theo Angelopoulos, aquest magnífic director de cine europeu, aquest director de cine que fa un cine d'autor, un cine que moltes vegades pensem que és de minories i hauríem de treballar tots perquè fos un cine de majories, perquè hem volgut rebre'l i que sigui ell el que llenci el missatge, com el seu nom indica, Angelopoulos. Ens enviï un missatge amb la seva mirada sobre el món, amb la seva mirada sobre aquest continent que compartim i un missatge sobre el futur. Jo veig molta gent jove sobre el futur compartit de tots. Hem fet un format de diàleg per no obligar a fer una conferència acadèmica. Hem volgut que ell exposi les seves idees, exposi les seves inquietuds, ens parli de la seva obra, ens parli de tots aquests ítems que recull el propi títol d'aquesta xerrada d'aquesta tarda i que ho faci amb dues persones que el coneixen particularment bé, que són Àngel Quintana i que és Pere Alberó. Àngel Quintana, expert, crític cinematogràfic, professor de la UDG i que ha compartit molts moments sentits amb Theo Angelopoulos. Pere Alberó, acabeu de veure uns quants de vosaltres el documental que hem presentat, és una mirada sobre la mirada de Theo Angelopoulos, és una mirada sobre el Prado que llora, i Pere Alberó ha participat en el rodatge, ha assistit en el rodatge de La mirada d'Ulisses. Precisament va escriure un llibre, magnífic llibre, una magnífica obra sobre aquesta pel·lícula. Jo diria des d'aquí, a títol final, que hem sapigut escoltar l'obra d'Angelopoulos, hem sapigut aplicar-la i estem molt i molt contents. Harikame Parapoli. Ens alegrem moltíssim de que sigui ell el que llenci el missatge aquest any en aquesta acadèmia una mica a la grega, molt peripatètica, tots caminem, tenim aquí un espai urbà preciós i ja deixo aquesta taula perquè comencem, si us sembla, precisament la part acadèmica d'aquesta tarda. Moltes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies, Theo Angelopoulos. Haig de dir que avui és el dia del seu cumpleaños i que voldria que li fem un aplaudiment en aquest sentit. On m'a demandé une fois, Federico Fellini, d'où vient vos films, vos idées de films. Fellini, qui jouait toujours avec les mots et avec son auditoire, il a dit, ah monsieur, je ne sais pas, il vient comme ça. Il y a un autre qui s'appelle Tonino Guerra. Chaque fois que je le vois, c'est mon collaborateur au scénario depuis le voyage à Citer. Quand je le vois, chaque fois, il me dit « Quel papillon tu m'amènes ?» Comme si les idées étaient des papillons qui volent. Et on n'a qu'à tendre la main et prendre. Et ça sera l'idée du prochain film. Je pense que tout ce qui essaie chaque fois de résoudre le mystère d'où vient une idée, ça reste quand même un mystère. Naturellement, de façon très simple, on peut dire que c'est les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a lues, les choses qu'on nous a racontées, de toutes ces choses-là. Mais pourquoi on choisit une chose au lieu d'une autre? Alors là, je peux dire que on ne choisit pas, on est choisi. Il y a quelque chose qui nous frappe à la porte et qui dit, je vous choisis, monsieur. Alors, racontez-moi. Une fois, j'avais terminé un film qui s'appelle Paysage de la Bruyère et qui était un film que j'ai fait comme une sorte de
conte de fées pour mes enfants. Parce que là, il fallait que je raconte une histoire chaque soir avant qu'ils dorment. Alors, comme je ne connaissais pas des contes de fées, parce que ma mère travaillait, elle n'avait pas le temps de me raconter des histoires, alors il fallait inventer une histoire. Et j'ai inventé une histoire qui a commencé très élémentaire, et puis peu à peu, c'est devenu l'histoire des paysages dans le brouillard. C'était un moment que moi je considère comme très bon, très important dans ma vie et dans ma carrière de cinéaste. Un film qui a été très aimé partout. Et il fallait faire un autre film, le prochain, mais je n'avais aucune idée. Alors j'ai dit, pour ne pas oublier le métier, il faut faire un documentaire. Mais quel documentaire? Bon, choisissons quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait un soldat la veille du Nouvel An qui garde la frontière, qui est à la frontière entre la Grèce et la Turquie, la Grèce et l'Albanie ou la Grèce et la Bulgarie. C'est les frontières. Alors, je suis parti pour aller vers la frontière turque. Il fallait passer par des militaires. Il y avait un colonel. On m'a amené à ce colonel. Heureusement, j'avais eu le prix Félix, meilleur film européen de l'année avec Le paysage de le brouillard, donc il était très doux. Il m'a dit, je veux vous donner mon meilleur officier pour vous accompagner à la frontière. Je suis parti avec un officier jeune qui s'avérait être vraiment un homme qui aimait beaucoup le cinéma. Il lisait, etc. Chose rare pour un militaire. Mais des choses vraiment intéressantes. Alors il dit, je sais qu'est-ce que vous voulez parce que je connais vos films. Et il m'a amené à la frontière sur un pont. Pont en bois, fer et bois, qui était entre la Grèce et la Turquie. Il a avancé sur le pont, moi je le suivi. De l'autre côté, il y avait la Turquie et les soldats turcs avec la mitraillette. Au moment où lui il avançait, les soldats ils étaient très inquiets de l'autre côté et il a fait quelques pas vers nous avec la mitraillette. Au milieu du pont, il y avait 3 lignes. Une ligne bleue qui était la fin de la Grèce, une ligne blanche de 30 cm qui était la zone neutre, et une ligne rouge qui était le début de la Turquie. Alors il a mis son pied sur la ligne blanche et il a levé l'autre pied comme une cigogne avec la main comme ça. Et il a dit, si je fais un pas, je suis ailleurs où je meurs. La mitraillette était face à nous. C'est ce qui m'a intrigué dans cette histoire. C'est ces mots, ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ailleurs? C'était comme une provocation. Je suis parti un peu excité. Frontière. Mais quelle frontière? Qu'est-ce que ça signifie une frontière? Dans un film comme La Grande Guerre de
Renoir. Il y a Jean Gabin qui parle à un copain. Ce sont des soldats qui sont fuis, qui sont quittés la guerre, qui sont fuis. Ils sont arrivés presque près de la frontière suisse. Alors il a dit de Jean Gabin, et n'oublie pas que la frontière, c'est une invention des hommes. Alors je suis parti vraiment très excité. Frontière, réelle et imaginaire. Frontière entre la vie et la mort. Frontière entre un homme et une femme. Frontière d'amour. Frontière géographique. En partant, je passais par un village. Et là, j'ai vu un homme il y avait une colonne pour l'électricité. Alors il y avait un homme, un technicien qui était monté là-haut, pour réparer un dégât sur la ligne. Comme il était là-haut, je regardais et sur la haute côté de cette colonne, il y avait un nid de cigognes. Alors, les pas suspendus de la cigogne, c'est le titre du film. J'avais le titre du film, j'avais le thème qui était la frontière. Voilà comment parfois rien, une idée. Dans le même film, il y a un mariage qui se fait de deux côtés d'une frontière. La frontière grecque et la frontière albanaise. Il y a les ponts, il y a la rivière. Les mariés, mais comme à l'époque il y avait la frontière albanaise était fermée. Alors, tel qu'il est tourné le mariage, il y avait les mariés qui étaient d'un côté de la frontière et la mariée, la fille, de l'autre côté de la rivière, donc de la frontière. Et comme il fallait faire le mariage sans provoquer, disons, les gardiens qui faisaient parcourir la frontière, il est venu un pauvre avec une bicyclette et il a fait le mariage sans dire un mot, avec des gestes seulement. Un mariage complètement muet. Je pensais d'où m'est venue cette idée, d'un côté et de l'autre. Une cérémonie qui s'est faite d'un côté et de l'autre. Quelque temps avant, ils m'ont fait un hommage au musée d'art moderne de New York. Une rétrospective. C'était ma première fois à New York et en Amérique. Pendant longtemps, je détestais et je ne voulais pas aller ni en Amérique, ni en Russie. C'était ma première fois. Ma femme, donc, elle a voulu me montrer. Elle avait vécu en Amérique, à New York, m'a montré à New York. Elle dit, on prend un bus pour aller de Broadway à Bronx. Merveilleux. Moi, très content. Mes amis m'ont dit, non, n'allez pas, c'est dangereux. Quel dangereux, ça ne m'intéressait pas. Alors, on a pris le bus. On a traversé. À un moment donné, je constate que tous les blancs descendaient, il y avait seulement les noirs. Et finalement, on est resté les deux blancs dans un bus, il y avait seulement des noirs. Les noirs nous regardaient comme ça, comme des étranges oiseaux. C'était leur domaine. On a passé par Harlem.
À un moment, il y avait une station, Charles. On a arrêté. Il y avait une rue qui s'éloignait, qui partait de là, de la station. J'ai vu un petit noir. Il y avait une rue déserte. Il y avait un petit noir d'un côté qui appuyait sur le mur et un autre petit noir de l'autre côté. Alors le premier, il s'est détaché du mur, il a commencé à faire un mouvement de danse. L'autre l'a regardé, et puis il a avancé lui aussi, et a fait un autre mouvement de danse. Et alors, ils échangeaient des mouvements de danse de deux petits noirs qui étaient vraiment d'une grâce incroyable. D'un côté et de l'autre, une cérémonie et en même temps une discussion, un dialogue muet. Donc, la scène de mon film venait de cette idée-là. Donc, j'essaie de vous donner comment sont nées nos idées. Je pense que l'époque, quand on sent que le film vient, on est ouvert, comme quelqu'un qui attend l'amour, et tout ce qui arrive, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on lit devient matériel du film. Bueno, continuant una mica amb el tema dic que continuant amb el tema de les imatges inicials, a part d'aquesta, diria que imatge que arriba en un moment determinat de l'exterior, jo diria que també hi ha una recurrència amb certes imatges que al llarg de la filmografia es van repetint constantment. Constantment trobem escenes de casament, constantment trobem escenes de començament d'any, o sigui, imatges que d'alguna manera podríem dir que formen part del bagatge imaginari de l'autor i que d'alguna manera igual actuen no com actua actualment diguéssim la tradició narrativa heredada de la burgesia, sinó segurament més pròpia de l'èpica, no? Una mica com el poeta èpic que va agafant diferents imatges que formen part del seu bagatge i les va col·locant, interrelacionant unes amb altres, no? Llavors, això, quin paper, quina importància poden tenir certes imatges? La Frontera és una imatge que es va repetint constantment, sobretot en les últimes pel·lícules, i aquestes imatges de començar l'any, de la cerimònia de la boda, tota aquesta una imatge, per exemple, que hem pogut també veure repetida, que sortia també en el documental, que era la mort dels xais que trobàvem a Alexandros, que trobàvem aquí. En fi, aquesta recurrència, aquest bagatge igual més propi de l'èpica homèrica en aquest sentit que de la narració més novel·lística. Je pense que oui, il y a dans mes films c'est ce qu'on pourrait appeler des topics, c'est-à-dire des parapluies. Il y a très souvent dans mes films des parapluies noirs. Et même quand il ne pleut pas. Et il y a la pluie, il y a la neige, il y a le brouillard. Il y a, par exemple, très souvent des hommes avec des imperméables jaunes. Pour raconter certains. Je pense que ce sont mes couleurs. C'est-à-dire, comme un peintre, il emploie, assez souvent, il choisit les couleurs, et assez souvent, il répète les couleurs. Il a des couleurs qu'il aime et qui constituent son univers chromatique. Je pense que, pour moi aussi, constitue mon univers. On m'a demandé très souvent
qu'est-ce que ça signifie les hommes en jaune, les bicyclettes qui passent? Je dis tout simplement, c'est une couleur. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Naturellement, un critique du cinéma peut lire de façon différente les choses et lui donner une signification différente. Mais pour moi, en ce moment, c'est vraiment un besoin de faire qui vient de façon instinctive. Parfois, ça n'existe pas dans les scénarios. Mais il vient un moment, quand je vois les champs dans lesquels il va se passer une scène, je dis, ah, mais si derrière un bus qui passe, venir aussi, tu vois, des hommes avec des bicyclettes et des imperméables gens, comme ça, il passait. Et ça arrive, je l'ai fait. Donc, je répète, ce sont mes couleurs et rien d'autre. Pour le reste, demandez le critique. Tornant una mica amb els temes i les formes, generalment doncs, el cinema tradicional es pensa molt en el concepte de planificació, el concepte de muntatge, però com veiem les seves pel·lícules, són pel·lícules bàsicament coreogràfiques, en les que dona la sensació que el treball més gran és el treball en el moment que està vostè rodant i el moment de moure doncs, això, uns cossos, uns figurants, esperar el temps, esperar la boira, però que en canvi no és un cinema en el qual doncs, el muntatge ocupi un paper essencial, seria bàsicament un cinema de la posada en escena. Aleshores, m'agradaria una mica que reflexionés sobre aquesta idea del cinema de la posada en escena que fins i tot s'ha convertit una mica en la seva marca estilística. Vostè és bàsicament un director de grans plans seqüències i dels quals alguns són veritablement plans molt virtuosos. Penso del plano de 10-12 minuts a la mirada d'Ulisses, que no només canvien els personatges, sinó que també canvia el temps, el casament a Romania, em sembla que és. C'est plus. Je pense que la question, sont plusieurs questions. C'est-à-dire, je peux répondre, j'essaie de répondre. J'ai toujours eu un problème avec le montage. J'aimais bien Eisenstein, mais je l'aimais de façon un peu obligatoire. Parce que le cinéma de montage, le cinéma idéologique ou le cinéma d'attraction, le montage d'attraction qui était celle de Eisenstein, je l'admirais mais je n'aimais pas. Je suis, en tout cas, j'étais persuadé que finalement j'ai eu raison. Quand, cette fois que je racontais que j'étais à New York pour une rétrospective, il est venu, au moment où je sortais du musée d'art moderne, il est venu un homme, mais il s'est présenté, c'était un professeur dans une université américaine, qui m'a dit, monsieur, je suis venu, j'ai voyagé toute la nuit pour venir vous montrer notre revue, dans laquelle il y a un article, le dernier article d'Eisenstein. Et je dis, très bien, je ne comprenais pas pourquoi Eisenstein a une relation avec moi, mais il m'a dit, je vais vous raconter un peu ce qu'il dit. Donc, ce dernier article, c'était sur le plan séquence. Les longs plans. Eisenstein, à la fin de sa vie, en partant du montage, très morcelé, il est arrivé peu à peu, déjà Ivan le Terrible, il est plus
il n'y a pas le montage idéologique, etc., etc., il arrivait au plan séquence. Et il disait, pour vous donner un exemple, que s'il avait à filmer l'Acropole, il aurait fait un seul plan. Pour moi, c'était... Et cet homme, il est venu, parce qu'il connaissait que j'ai fait des plans en séquence, des plans très longs. Et alors il est venu pour me montrer que Eisenstein aussi, il est arrivé là après une longue carrière qui arrivait. Bon, c'était vraiment quelque chose qui m'a réjoui, parce que je savais bien que moi j'ai commencé comme ça. Et je n'avais pas de problème pour commencer avec des plans séquences. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne suis pas sûr. Potser perquè la qüestió de donar tanta importància més a la posada en escena i com la posada en escena als seus productes és també coreografia. I com vostè, doncs, al documental de Pere Alberó, per exemple, hi ha un moment en què se'l veu des de dalt d'una muntanya, fent un paper com un demiurg que entén doncs, això, moure totes les peces del que serà un pla. I si vostè volgués moure doncs, tots els elements i crear doncs, coreografies visuals a partir del que hi ha davant de l'escena. Hier, je crois ce matin, en parlant à quelqu'un, un journaliste, je lui dis que il y a quelque chose qui est ouvert. Ah oui. Je dis que pour moi il n'y a rien de plus intéressant qu'une femme qui danse, seule ou pas seule. J'ai eu toujours une attirance par la danse, par le mouvement des danses, plus que Sarah. Sarah, il fait la danse elle-même. Moi, j'utilise la danse à l'intérieur des mouvements quotidiens. Il y a une autre chose aussi, que dans la danse et dans la musique, il y a ce qu'on appelle pause. Quand j'ai tourné mon premier film, c'était dans le nord de la Grèce, il y avait une danse. Il y a un mouvement, puis il y a un stop, un arrêt. Et puis ça recommence de nouveau. Puis un arrêt. Toute cette succession de mouvements et de pauses, de mouvements et de pauses, qui est danse et musique, fonctionne sur moi comme un impératif pendant les tournages. Je sais que dans la vie quotidienne, quand on parle, on fait des pauses. Quand on regarde, quand on bouge, il y a, mais de façon continue. C'est pas notre regard et notre mouvement, c'est pas avec des arrêts mécaniques. La pause fait partie du mouvement. C'est le contraire du mouvement, mais en même temps appartient aux mêmes successions de mouvements et non-mouvements. Cela, au fond, je cherche une musique, peut-être. Une fois, j'ai essayé quelque chose. C'est vraiment très éducatif. Je fais un premier film qui s'appelle La Reconstitution. Il y a un final. Dans le final se passe dans une cour d'une maison de paysans. Il y a un meurtre qui devait se passer à l'intérieur. Mais je ne veux pas montrer le meurtre. Je vais montrer la cour vide pendant qu'à l'intérieur se passe le meurtre.
Alors, j'ai mis la caméra. Il y a une femme qui attend. Elle entre. Il y a un homme qui vient, son mari. Il appelle, il rentre. Il vient l'amant, plus tard. Il rentre. Il y a les enfants de la famille qui viennent et qui courent, etc. Il y a l'amant qui sort. Il y a la femme qui appelle les enfants et rentre dans la maison. Pendant ces temps-là, innocent, sans le voir, il se passe un meurtre. C'est un seul plan. L'opérateur m'a demandé combien ça va durer, parce qu'on avait, c'était mon premier film, on avait très peu d'argent. Alors il fallait vraiment économiser la moindre mètre de pellicule. Il m'a dit, quel temps, combien de temps ça va durer pour mettre le morceau de film. Pour lui, tu mets une petite bobine entière, ça va mettre. Il m'a dit, comment tu connais? Tu vas voir. J'ai fermé les yeux, j'ai fait une répétition, j'ai regardé ma montre, c'était 4 minutes et quelques secondes. C'était exactement une petite bobine. J'ai fait le tournage du film et c'était exactement 4 minutes et quelques secondes. Donc, les temps, c'est un temps intérieur, c'est pas un temps extérieur. Et je pense que le paysage aussi, c'est des paysages intérieurs. Quand moi j'essaye de peindre la nature, parfois peindre les arbres, peindre je vois par exemple du vert, il faut que je transforme change la couleur parce que ça me gêne, les intérieurs. Il fait la façade des maisons, je change. Quand je ne peux pas les changer, je fais des décors. Pour le faire le dernier film, j'ai construit un village, 2 villages. Un village au fond du lac, avec 120 maisons, petites maisons, et l'autre au port de Saint-Brieuc avec aussi plus de 200 toutes petites maisons, etc. Parce que je n'ai pas trouvé. Non, c'était des choses, des décors, des images intérieures qu'il fallait faire sortir. Et quand il n'existe pas, je reproduis. Vous parlez de, il a parlé de chorégraphie, je peux répondre à ça. Non. Question. Sí, llavors, segurament per tot això que ha anat comentant, podríem dir que el seu cinema té un pes, si més no molt més gran que l'habitual, no els elements narratius, sinó els elements musicals, els elements plàstics, els elements arquitectònics. O sigui, com si el cinema no fos només únicament explicar una història, sinó jugar amb elements que van més enllà de la pròpia narració novel·lística, podríem dir, no? La importància això, de la música, del temps, del ritme, de la plàstica, del moviment. Té molt de pes, un pes més gran a la seva posada en escena que el que pugui representar l'escriptura del guió i l'explicació d'una història. Vous savez que pour moi, il y a plusieurs façons de travailler. C'est-à-dire, il y a la façon Hitchcock, où il écrit un scénario, et dans le scénario, tout est décrit de façon très minutieuse, la moindre chose. Et tous les plans sont calculés et peints, et aussi le temps est calculé. Tel combien de secondes? 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Alors, quand il arrive au set, au tournage, c'est une application.
un vieux metteur en scène français qui s'appelait René Clair, il disait « Mon scénario est terminé, le film est terminé ». Et alors, qu'est-ce qu'il fait pendant les tournages? Tout simplement l'application. Alors, c'est pas un acte d'amour comme ça, l'application. Où est l'acte d'amour? C'est-à-dire l'acte d'amour, qui doit être, à mon avis, les tournages, n'existe pas. Moi, mon scénario, je l'écris, mais j'écris comme un récit, comme une nouvelle. Et puis ça, c'est un premier matériel, et j'ai tous les droits de les changer, de changer le dialogue, de changer tout. Et comme ça, j'ai l'impression que j'ai créé au moment du tournage. Il y a une création. Autrement, c'est pour ça que je considère que le tournage, c'est vraiment extraordinaire. C'est le moment le plus extraordinaire d'un film. Le montage ne m'intéresse pas beaucoup. Les scénarios, je l'écris ou je discute avec mes collaborateurs et tout ça, mais c'est un moment de préparation. La vraie création, c'est le tournage. Et là, je me laisse aller. Il n'y a rien de plus, moi, que le tournage. Donc, tout ce que je suis vient de mon tournage. Et en ce moment du tournage, il arrive toutes les choses qui m'ont... il passe par ma tête des milliers de choses. Mais je choisis celui qui est le plus, qui insiste le plus. Par exemple, je vais raconter une image avec 3 bicyclettistes en jaune. Je ne peux pas me débarrasser de cette image. C'est l'image qui se pose. Elle demande, oui, je suis présente. Montrez-moi. Donc, j'essaie d'expliquer un processus de création qui, je ne crois pas que c'est exactement ou seulement ça. Il y a plusieurs choses, probablement, que je ne peux pas expliquer. Mais je vous assure que quand je suis dans un moment de tournage, avec le comédien, avec mes collaborateurs, avec l'équipe, c'est le moment où je communique avec les noms dits, celui qui n'est pas encore dit, et que c'est la première fois qui sera dit. On a le sentiment d'une première fois, comme j'insiste toujours sur un acte d'amour, comme si c'était la première fois qu'on fait l'amour. Malgrat això, que el cinema és pràcticament un cinema de rodatge, totes les pel·lícules donen la sensació que hi ha una tensió entre un present, que és un present lligat a una història molt concreta, que és la història del seu país, i una mitologia, en molts de casos es posa de manifest mitjançant la tragèdia que serveix allò com d'estructura de les pel·lícules. En el cas de Leni, doncs, trobem un moment molt concret de la història del seu país, des dels anys 20 fins a acabar la Guerra Civil, però per l'altra banda, allò que els passa als personatges té alguna cosa que remet cap al que havia passat a Antígona, el que havia passat a 7 contra Tebes, el que havia passat a les grans peces de la tragèdia. Aleshores, com vostè juga entre aquest material que forma part de la cultura intrínseca del seu país amb aquest present, que és el present de la història que vostè toca vivre. Oui. Après avoir terminé mon service militaire,
J'avais toujours... j'ai fait la faculté des droits, mais j'étais un mauvais étudiant parce que je n'allais pas au cours du droit pénal, du droit civil, etc. Mais j'allais au cinéma. À l'époque, le cinéma commençait à 10h du matin. Alors j'allais à 10h, je sortais le soir. Et j'avais décidé de faire du cinéma. Je suis allé dans une école de cinéma qui existait en Grèce, et comme j'ai vu, c'était pas bien. Alors j'ai décidé de partir, aller à Paris. Aller à Paris, c'était aussi un rêve. Je pensais que, comme j'étais élevé avec la littérature française, je pensais qu'en arrivant à Paris, j'aurais entré directement à la cour des miracles de Victor Hugo. Alors, je terminais ma faculté de droit, sans prendre le diplôme. Et après, j'ai fait un parti avec des amis. Et j'ai demandé à quelqu'un de venir avec un peu d'argent. J'ai pris cet argent et j'ai fait mon billet, je suis parti pour Paris. Sans rien d'autre. J'arrive à la gare de Lyon et pendant le trajet, j'avais connu quelqu'un. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas où passer la nuit. Mais lui, il m'a dit, viens, j'ai un oncle qui a un hôtel, tu vas rester cette nuit là. Le matin, je ne savais pas encore où aller, j'ai dormi. Je ne savais pas encore où aller. J'ai pris le métro. Et au lieu d'aller là où je voulais aller, par exemple, je me rappelle, à l'instant universitaire, et je suis sorti au port de Lilas. Je ne savais pas comment aller. Au port de Lilas, il y avait un bal-musette. Vous savez qu'est-ce que c'est un bal-musette? C'est un bal français avec l'accordéon. De l'époque entre les deux guerres. Vieux danse, vieux bal. Il y a toujours dans les vieux films, etc. Alors je suis resté comme ça. C'était la magie pour moi. C'était la cour des miracles. Et puis, j'ai trouvé par hasard, quelqu'un qui m'a dit que tu sais, il y a quelqu'un qui pouvait t'aider. C'était le consul grec à l'ambassade, qui était un écrivain. Lui, j'allais le voir. Il avait lu mes poèmes. J'avais écrit des poèmes. Autrefois, j'ai publié des poèmes, mais j'avais abandonné. Et tout de suite, j'ai trouvé un travail. J'ai ouvert dans un magasin qui avait des tapis. C'était un grec qui avait des tapis, qui vendait des tapis. Alors, je vendais des tapis pendant un certain temps. Mais j'allais à la cinémathèque. La cinémathèque fut pour moi mon école de cinéma. Plus tard, je suis allé dans une école de cinéma. Mais c'était rien. L'école de cinéma, c'était la cinémathèque. Je vis tout. Je pense que c'est une période merveilleuse dans ma vie et aussi merveilleuse pour Paris lui-même. En se promenant dans la rue de Paris, tu sentais que c'est la joie de vivre, la liberté, l'ouverture à toutes les choses. Une période extraordinaire qui est perdue avec tous les espoirs qu'on avait à l'époque, parce qu'on voulait changer le cinéma. Et en pensant que le cinéma, en changeant le cinéma, pouvait changer le monde.
Ça, c'était la période que je trouve peut-être les meilleures années de ma vie. Pourquoi je dis ça? No, la qüestió era una mica doncs, el joc que els espectadors estableix entre un present, la història és un present i una tradició, que és una tragèdia, i com aquesta tradició aflora i ens fa una present. Alors, je détestais l'Homère, je détestais l'Odyssée, mais à Paris, moment où parfois j'étais à l'intérieur de ma chambre, de petite chambre de la cité universitaire, j'ai senti qu'il me manquait un lien. Elle me manquait aussi ma langue, mais aussi un lien. Alors, je suis allé à la bibliothèque, j'ai trouvé, je regardais, je vis l'Odyssée. Et puis, je commençais à lire l'Odyssée. Et depuis, c'est devenu, pour moi, le livre le plus important de ma vie. Dans l'Odyssée, il y a le voyage qui est les caractéristiques de tous mes films. Dans l'Odyssée, il y a, pendant les voyages, la découverte de soi-même et du monde. Dans l'Odyssée, il y a tous les obstacles et le dépassement des obstacles. Dans l'Odyssée, il y a une étape imaginaire, l'arrivée, là où on arrive presque jamais, peut-être. Mais il existe quand même comme idée d'arriver. Dans l'Odyssée, j'ai découvert aussi que cet homme qui a écrit ça quelques siècles, parce que c'est le premier voyage écrit dans le monde occidental. Ça n'existait pas avant. Il y a des Chinois, il y a d'autres, mais en Europe, non. C'était le premier voyage. Donc, pour moi, c'était un début. Un début, une fin. Et je suis resté là. Depuis, je n'ai fait rien d'autre que refaire d'une façon ou d'une autre ce voyage d'Ulysse, ce voyage de moi-même et de chacun de nous à la connaissance du monde et à la connaissance de soi-même. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a des recherches qu'on retrouve plus tard. Par exemple, Ulysse de Joyce, il présuppose Homère. Sans ça, il n'existe pas. Il y a le montage parallèle, cinéma. Il y a le côté hollywoodien d'Homère, Happy End. Ulysse arrive à Ithaque, retrouve Pénélope, etc. C'est un Happy End. C'est Hollywood. Mais il a prévu aussi Hollywood, Homère. Et il y a le monologue. Il y a toutes les recherches stylistiques. Il y a aussi, peut-être pas dans l'Odyssée, mais dans la Iliade, il y a le plan séquence. Il y a une description des armes d'Achille qui prend 5 pages. C'est un plan séquence. Plus tard, Joyce, il a répété ça à la fin d'Ulysse avec le monologue de Molly qui prend, je sais pas, 10 pages. Et
Donc, c'est devenu un livre très important. C'est pour ça que je pensais que là, il fallait raconter que tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive, il y a un moment où il devient important pour nous et pour notre travail et pour nous-mêmes en tant que personnes. Parce que je sais que là, c'est ce que j'ai fait, ce sont des chapitres d'un seul film, long, où il n'y a pas de fin, il n'y aura pas de fin. C'est un constant work in progress, qui ne finira jamais. Il finira avec moi. Mais on ne peut pas dire, c'est pour ça que je ne mets jamais le mot fin dans mes films. Je l'avais fait au début, puis j'ai supprimé, et depuis je fais des films sans le mot fin. No, tornant a aquesta època de començament dels 60 que parlava abans d'arribar a París, que era precisament els anys en què la Nouvelle Vague, els nous cinemes havien començat i ja estaven en marxa, com un exercici cinematogràfic de nova reflexió, de nous horitzons, de nova experimentació, i que va continuar també doncs, amb les seves primeres pel·lícules, amb un cinema grec de final dels 60 que també es podia enquadrar dintre d'aquesta panoràmica de nous cinemes que van succeir a diferents llocs d'Europa fonamentalment, que per una banda doncs, eren profundament nacionals i per exemple la reflexió històrica, cultural que es va fer a Grècia sobre la seva pròpia tradició va ser molt important i era profundament situat i arrelat al propi país, però al mateix temps tenia una gran dimensió internacional europea, no? de pertànyer tots plegats amb una mena d'horitzó comú, no? que deia del cinema que podia arribar a canviar el món. No? I això doncs, bueno, és diguéssim, el punt de partida del seu cinema i el punt de partida dels nous cinemes d'aquells anys 60. No? Què pensa ara quan 40 anys després els europeus demanen aquesta accepció cultural pel cinema i contràriament ara pots veure un film grec, italià, francès, espanyol i sí, parlen llengües diferents però diferents no són pas. Qu'est-ce que je pense? Je pense que c'était, comme je l'ai dit déjà, une période extraordinaire. Quand moi je suis arrivé à Paris, il y avait tous les cinémas du monde. Ils arrivaient c'était le cinéma novo brésilien, c'était la Nouvelle Vague, il y avait les Bretons de Prague, il y avait les cinémas de l'Est de tous les différents pays, il y avait aussi les films politiques qui venaient de tous les côtés. On parle d'une période politique, tout était politique. C'est pour ça que tout le monde, tous les gens de cette période, tous les cinéastes de cette période, enfin pas tous, mais une grande partie, est passé par Brecht. Brecht c'était une référence constante pour tout le monde. Moi j'ai essayé avec le Voyage de comédien. Et oui, c'était le dialogue direct à la caméra, c'était le fait de montrer qu'on est dans un film, c'est-à-dire accuser la fabrication du film. Faire un film, c'était un acte politique. Avec le temps et avec la déception par une non-possibilité de changer les choses, je suis revenu. J'ai passé de Brecht à Aristote. C'était quelque chose que je reconnais comme une... D'abord, oui, je trouve quelqu'un qui vient de mon passé national. Mais de l'autre côté, c'est une défaite par rapport à mes convictions politiques. Alors,
depuis je suis devenu, avant j'étais de gauche, très fort. Après ça, je suis devenu quelqu'un qui est de gauche de façon sentimentale, mais il ne connaît pas qu'est-ce que c'est la gauche. No, aquest canvi entre passar de ser doncs, una persona militant d'esquerres, una persona nostàlgica d'aquesta esquerra, es produeix, o veurem un mancada de la seva carrera, a partir d'una pel·lícula que és Viatge Citera, en la que un protagonista torna a Grècia, visitat exiliat. Non, je vais corriger. Pas nostalgique de la gauche, mélancolique de la gauche. Je dis ça parce que... Non. Je dis ça parce que la mélancolie, c'est la dignité du sentiment. Jo volia dir que a partir de Viatge Citera el seu cine comença a canviar i veient-ho amb una certa perspectiva, dona la sensació que en el fons vostè ha sigut probablement una de les persones que ha establert des del cine una reflexió més forta sobre tot aquest pas de l'acció a la reflexió, d'una manera, de l'acció política a un temps de la reflexió en el que existeix aquesta mena de melancolia d'un temps en el que s'han estat escardant moltes coses. Tothom té present, probablement la imatge més emblemàtica de seus cines darrers temps, la imatge de Lenin, el Danubi a la mirada d'Ulisses. Aleshores, darrere això hi ha tota una reflexió que probablement molt de la seva generació, d'un moment en el qual volien canviar el cine, volien canviar el món, però que el món s'ha transformat, o per dir d'una altra manera. Vostè li dia d'un cine de la no reconciliació política i estètica respecte al que estava passant, i ara estem visquent un món en el qual allò que es porta seria una certa reconciliació i moltes vegades una certa cessió, que no és el seu cas, però vull dir que en un cert cinema europeu sí que ho trobaríem, això. Oui. Je suis obligé de vous répondre de la façon dont il répond Borges quand on lui a demandé pourquoi il écrit. Ça, il y a beaucoup de gens de notre génération, de ma génération, qui se sont tais. Ils ont arrêté de... Ou alors ils sont traumatisés. J'étais récemment au Japon, récemment, à la sortie de Léni. J'étais au Japon et je suis allé visiter Nagisa Oshima. Ce grand cinéaste japonais qui était un de mes amis, ma génération. Il était sur un fauteuil mobile, il va parler, la main gauche, la main droite était paralysée, la main gauche seulement. Alors j'entre, et très ému. Il m'a pris avec la main, ma main, et pleurait. Pourtant, cet homme, c'est un homme qui a aussi un passé politique très fort. C'est un peut-être le plus important pour le cinéma politique japonais. Et pas seulement, c'est-à-dire il a fait des films extraordinaires. Donc, c'est une des victimes de la guerre, de notre guerre, qui n'a pas arrivé à rien. Alors, je dis que pour Borges, il a dit donc, pourquoi vous écrivez? Il a dit, j'écris pour moi. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dit avant.
à l'époque, comme que j'appelais époque politique, on n'aura jamais dit, nous, beaucoup, tous les gens, quand on faisait des films, on fait des films pour moi. Je fais des films pour moi, j'écris pour moi. Pour mes amis. Ça c'est très familial. C'est Borges toujours. Mais qui peuvent être 1, 2 ou 1 million. Et là je trouve c'est une phrase extraordinaire, mais quand même triste. Et pour adoucir les temps qui passent. Ça c'est Borges toujours. Passem la pilota si algú vol fer alguna pregunta i passem la taula a la sala. No sé, hi ha micròfon per... Sí, una mica continuant amb el tema del qual estava parlant ara i després d'haver vist el documental de Pere Alberó, hi ha un moment, hi ha una escena en la que diu que quan es disposa a rodar Eleni pensa que potser no troba la manera o no pensa en quina és la manera de portar el cinema o adaptar el cinema a l'actualitat. És a dir, vostè explica que feia un tipus de cinema i aquell cinema d'alguna manera s'ha acabat i troba dificultat a donar-li l'actualitat o a adaptar-lo a la realitat actual. Amb Eleni va aconseguir donar-li aquesta nova manera que intentava trobar. Qu'est-ce que vous avez... vous savez que là, c'est ce que vous appelez actuel, du moment où quelque chose se fait aujourd'hui et il représente l'œuvre de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un qui parle de certaines choses, c'est son actualité. Il est actuel avec soi-même, avec son temps. Il n'est pas peut-être pour les jeunes générations, mais le problème toujours, c'est qu'est-ce qu'on appelle actuel. Les problèmes sont les mêmes toujours. Les questions sont les mêmes toujours. Sur les temps de paix et les temps de guerre, les temps de l'amour, les temps de l'amitié, les temps de la tristesse, les temps de la mélancolie. L'aventure humaine est toujours la même. Il y a à la fin de Regard d'Ulysse, il y a en forme de poème, un monologue de Hervé Keitel qui dit toujours l'Odyssée. Quand je reviendrai avec les habits et les noms d'un autre. Et si tu me reconnaîtras et tu dis, ce n'est pas toi, je t'ai donné des signes pour me croire. Et le poème continue pour terminer. Je vais te raconter toute la nuit l'aventure humaine, l'aventure qui ne finira jamais, mais qui est la même, toujours la même. Donc c'est pas une question d'actualité. L'actualité, ça passe par la télévision des actualités. Si on veut
essayer de raconter des choses qui dépassent l'évident. Il faut essayer par une autre voie. Et cette voie représente chaque fois un homme. Son histoire, son passé, son présent. C'est ce qu'il est. On ne peut pas demander à quelqu'un comme moi ou d'autres de raconter à la façon dont il aurait raconté un jeune la même histoire. Ça c'est différent, c'est certain. Ça c'est la seule réponse que je peux vous donner. Naturellement, on a souvent... J'étais il y avait à Barcelone le prix européen du cinéma il y a en partant de la cérémonie, où j'étais à l'hôtel, moi j'ai eu un prix pour des critiques, ça. Mais un cinéaste espagnol, que je ne vais pas vous dire le nom, il n'avait rien, alors il était triste. Parce qu'un autre cinéaste espagnol, il avait un prix. Oh, pas parce que ça, mais parce que son film n'était pas primé. Et je comprends très bien, c'est humain ça. Et on sent assez souvent, quand il y a quelqu'un, un nouveau qui arrive, on le sent de façon comme une menace à notre univers, etc. Mais on fait ce qu'on peut faire, et c'est normal qu'il arrive le jeune qui prenne la place. Ça c'est la succession normale, évidente. Et même bonne, juste. Le matin aussi, je racontais à quelqu'un une histoire avec Fellini. J'étais jeune encore, j'étais à Cinecittà, mes films avaient fait un succès en Italie, etc. Le nouveau maître, tout ça, des choses comme ça. J'arrive à Cinecittà pour une raison, je ne sais pas. Et l'assistant de Fellini me dit Théo, viens, on tourne avec Fellini dans les plateaux, 5, les grands plateaux de Cinecittà, il serait content de te connaître. Alors je vais, moi, connaître Fellini quand même. Je suis allé au plateau, il arrête le tournage, il me regarde, il me donne la main, il me dit en français, je suis très content de vous connaître, mais j'ai espéré que vous serez moins jeune. Mais il a dit de façon très gracieuse, la façon de Fellini. Mais c'est toujours comme ça, oui. On a une petite mélancolie, mais on reconnaît, et il faut reconnaître que c'est juste et bien. En el documental que vimos ahora, usted hay un momento que dice que el cine le ayudó como para soportar la vida. Yo quisiera saber un poco cómo es eso, cómo el cine le ayuda a usted a soportar la vida. Vous savez que la vie n'est pas toujours gaie. Il y a des moments difficiles. Mais quand on vit un film, on oublie. Et on essaie de vivre ce moment de création, qui est un plaisir. Et une réconciliation avec la vie. Parce que le cinéma, après le temps,
avec le temps. Ce n'est pas une profession pour moi, c'est ma vie. Si no, la frase final em sembla perfecta per acabar. El cinema no és professió per mi, sinó que és la vida, i em sembla una qüestió clau, sobretot en aquest moment, en el qual doncs, probablement el debat és entre el cinema és entre qui es creu professional i qui es creu doncs, això, que el cinema és alguna cosa molt més que va més enllà d'una simple professió. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies a Teo Angelopoulos per les seves reflexions i esperem poder-nos trobar en altres ocasions. Nosotros venimos aquí. No, je dis que après, on a une habitude. On va dans la cuisine, on voit. En Grecia se va a la cocina y se mira y se elige viendo. Y es una opción de todos, de ustedes y del cliente. Él lo puede ver. Muy bueno, ¿no? Esto. Así bueno. Un avión italiano que vende Venere con caldo de pescado y este con gamba. Y he dicho Hola. Ha sido una ocurrencia de él. ¿Ya has visto? Garotas, ¿cómo se dice garotas en inglés? ¿Cómo se dice qué? ¿Garotas? Caraotas. Carottes. C'est carotte. Carottes. Ursin. Oui, mais ah, c'est les oursins. Oui, oursins. oui. Ok. ¿Tienes unas cucharas? Στάουν με τη λίλα, βάζουν λάδι εδώ και λεμόνι και είναι θαύμα. Ça, c'est le thym marin, je pense, ou salvia, ou fenouil marin. Fenouil marin. Fenouil marin, c'est fonoll. Fonoll marine, ça vient des roches. Des rochers. Fenouil marin. Se agradece. Hay mucha, sí, esto es típico del Mediterráneo. Es un perfume muy particular. Le riz qu'on va manger. Son 5, ¿no? 5. ¿4 fresas y 5? ¿Lo tienes? chaud. Fresa. Fresa. Sí, sí, sí. Oui, mais chaud, Ouais. c'est vrai. Là, il y a des fraises. Merci. Gracias, Gonzalo. Pour notre séjour, on avait gardé ça. Et de la part de Teresa aussi, de tous les personnes. Voilà. Il ne faut pas dire rien maintenant, comme hier avec le vin. Je commence à avoir de la sympathie pour les universités. C'est comme dans les photos. Peut-être dans un an, vous aurez un peu plus. Peut-être. Vous savez, je suis docteur honoris causa de l'université.
universités de Paris, de Grenoble, de Essex en Angleterre, de Bruxelles. Si, si. Pas de la Grèce. Les Grecs ne veulent pas de moi. Merci de faire de Girona. Mais, donc... Ciclista. No, tenim... Que serà per... D'aquarel. El teu mòbil, ja ens truquem i ja... Pas de couleur Doncs si podem, sí. Crec que aquell dia tinc Il y a un changement, il y a une différence entre les couleurs d'aquarel et les couleurs Medina, no ho sé, m'ho ha de confirmar, Les couleurs donc, I després ben dinat venim a la tarda amb l'esperit avec le ciel couvert sont l'altre de dia vraies vam anar couleurs. allà a uns vivers que hi ha, Vous pouvez voir blanc, blanc. vam anar per Et le noir, noir. Bàscara i vam tornar per Parce que le noir Alors, c'est plus dans le facile. soleil, le noir dans le soleil, il est rouge noir. Jo com a Sorells me'n recordo de Laura. Oui, oui, je comprends. Oui, oui. C'est... No, ho he de posar per aquí. Ho he de posar i ho he de fer arribar. Tinc unes cartes i per De l'intérieur. Un paysage intérieur. Doncs, Je suis de nature optimiste, mélancolique. Les deux ensemble. Aquestes coses les fan sobre llibre i... Doncs molt bé.